Un magnat fit semblant de perdre la vue pour tester sa fiancée et ses jumeaux, jusqu'à ce que la femme de ménage. « Tu es une bonne à rien, j'espère que tu t'en iras de cette maison et cesseras de toucher ce qui sera à moi », hurla Cécile, le visage défiguré par une colère empoisonnée, tandis que son doigt, orné d'une bague de diamants de 5 carats, pointait directement la tête d'Amélie. La jeune employée, tremblant comme une feuille sous la tempête, tomba à genoux sur le tapis persan, serrant désespérément les petits Louis et Théo. Les jumeaux, à peine âgés de 2 ans, pleuraient, terrorisés, cachant leur visage dans le tablier bleu de la seule personne qui leur offrait de la chaleur dans ce manoir de glace et de marbre. « Mademoiselle Cécile, s'il vous plaît », supplia Amélie, la voix brisée par les sanglots, n'osant pas lever les yeux. « Ils jouaient seulement, ils n'ont rien cassé, je vous le jure sur ma vie. »« Ta vie ?» Cécile laissa échapper un rire cruel et sec, dénué de toute humanité. « Ta vie vaut moins que le vase qu'ils ont failli renverser. Penses-tu que je me soucie qu'ils jouent ? Ce qui me dérange, c'est qu'ils respirent mon air, qu'ils salissent mon futur salon avec leur rire stupide. Et toi, tu es la pire erreur de cette maison. » Sur le seuil de la porte en chêne massif, une figure masculine restait immobile, telle une statue de justice sur le point de prendre vie. Antoine Dubois, le magnat de l'hôtellerie, dont la fortune se calculait en centaines de millions, s'appuyait lourdement sur une canne en bois noir. Ses yeux étaient cachés derrière des lunettes sombres, impénétrables pour le monde, pour les médecins et surtout pour la femme qui hurlait au centre de la pièce. Antoine était devenu aveugle lors d'un dévastateur accident de voiture, il y a exactement 1 mois, mais derrière le verre teinté, ses pupilles se contractaient avec une précision de prédateur. Il voyait tout. Il voyait l'élégance forcée de Cécile, cette femme qui, devant les caméras de la haute société, se faisait passer pour une sainte charitable, transformée maintenant en un monstre d'avarice. Il voyait ses talons aiguilles s'enfoncer dans le sol, avançant menaçant vers les enfants. Et il voyait Amélie, la modeste jeune femme qu'il avait embauchée 6 mois auparavant, transformée en bouclier humain, prête à recevoir les coups, pourvu qu'il ne touche pas ses enfants. « Faites-les taire !» cria Cécile, levant la main ouverte, prête à gifler l'employé. « Si Antoine n'était pas un obstacle aveugle à l'étage, je t'aurais déjà mise à la porte. Je déteste ces enfants. Dès que nous serons mariés et qu'il aura signé les papiers, je les enverrai dans un pensionnat en Suisse et toi, je te renverrai à la misère d'où tu viens. » Antoine serra le manche de sa canne avec une telle force que ses jointures blanchirent. L'envie de courir, d'arracher le masque à sa fiancée et de la chasser de sa maison, à cet instant précis, lui brûlait le sang. Mais il ne le pouvait pas. Pas encore. Le piège devait se refermer complètement. Il devait savoir jusqu'où allait la pourriture morale de la femme, à qui il avait presque livré son empire. Cécile baissa la main, effleurant l'air près du visage d'Amélie, qui ferma les yeux, s'attendant à l'impact. Abonnez-vous maintenant pour découvrir comment ce magnat a exécuté la vengeance la plus élégante et douloureuse contre la femme qui ne voulait que sa fortune et comment le destin avait préparé un tournant que personne n'avait vu venir. Le coup ne vint pas. Cécile s'arrêta, respirant bruyamment, lissant sa robe de soie immaculée. « Tu ne vaux même pas l'effort d'être frappée », cracha-t-elle avec mépris, se tournant vers le miroir pour se recoiffer. « Mais écoute-moi bien, servante. Quand je serai Madame Dubois, tu seras la première ordure que je mettrai à la porte. Maintenant, emmène-les, que je ne les voie ni ne les entende. Si Antoine descend et demande pourquoi il pleure, tu diras qu'ils sont tombés. Si tu ouvres la bouche pour dire la vérité, je t'assure que je ferai en sorte que tu ne trouves plus jamais de travail dans ce pays. » Amélie hocha frénétiquement la tête, soulevant Louis d'un bras et Théo de l'autre avec une force que seul l'instinct maternel donne, même s'ils n'étaient pas les siens. Elle courut vers la sortie de service, les larmes mouillant les têtes blondes des enfants. Antoine, depuis l'ombre du couloir, observa la fuite d'Amélie. Son cœur, endurci par des années d'affaires impitoyables, sentit une fissure. Cette jeune femme n'avait rien, gagnait le salaire minimum, et pourtant protégeait ses enfants avec une férocité que Cécile n'aurait jamais. Cécile, se croyant seule, sortit son téléphone portable. Son ton de voix changea radicalement en répondant à l'appel. « Bonjour, mon amour. Non, non, Antoine est toujours pareil. Le pauvre est un fardeau terrible. Oui, le notaire vient demain. Dès que j'aurai le pouvoir sur les comptes de Monaco, tout sera à nous. Oui, je sais que c'est triste, mais il ne se rend compte de rien. Il est comme un enfant perdu dans l'obscurité. » Antoine recula d'un pas silencieux comme une ombre. Un sourire froid, terrible et calculateur se dessina sur ses lèvres. Cécile pensait qu'il était perdu dans l'obscurité, mais elle ne savait pas qu'il était le maître des ombres. La chasse venait de commencer. La décision de simuler sa cécité n'avait pas été un acte impulsif, mais la stratégie commerciale la plus importante de la vie d'Antoine Dubois. 30 jours plus tôt, le monde le connaissait comme le requin de la Côte d'Azur, un homme qui avait multiplié l'héritage de son père par 10,
construisant des hôtels de luxe de Cannes à Saint-Tropez. Il avait le pouvoir, le respect et un compte bancaire qui pouvait acheter de petits pays. Mais dans la solitude de son Penthouse, Antoine avait un doute qui lui rongeait l'âme. Cécile l'aimait-elle lui ou la carte Platinum sans limite qu'il lui avait donnée? L'accident avait été réel, mais pas les conséquences. Sa voiture de sport était sortie de la route une nuit de pluie torrentielle. Quand il s'était réveillé à l'hôpital privé, les yeux bandés par précaution suite à un léger traumatisme crânien, il avait entendu la première trahison. Ce n'était pas un murmure ni une confession à un amant. C'était une conversation téléphonique que Cécile tenait au pied de son lit, croyant qu'il était toujours inconscient sous l'anesthésie. « Docteur, vous devez être honnête avec moi », avait-elle dit d'une voix qui simulait l'inquiétude, mais qu'Antoine, avec ses sens aiguisés par l'absence momentanée de vision, détecta comme de l'anxiété financière. « S'il est incapable, qui gérera le fonds fiduciaire? Je dois savoir si je dois entamer les démarches de tutelle légale immédiatement. Nous ne pouvons pas laisser l'argent geler. » Antoine sentit un froid glacial lui parcourir l'échine. Elle n'avait pas demandé s'il survivrait. Elle n'avait pas demandé s'il avait mal. Elle avait demandé pour le fonds fiduciaire. Quelques heures plus tard, lorsque le docteur Moreau, un vieil ami de la famille et le seul homme en qui Antoine avait aveuglément confiance, entra dans la chambre pour lui retirer les bandages, Antoine lui saisit le poignet avec force. « Dis-moi la vérité, Charles. Mes yeux vont bien? »« Parfait, Antoine. Tu as eu de la chance. Juste quelques contusions. Dans 2 jours, tu signeras à nouveau des contrats. »« Non, » murmura Antoine en baissant la voix. « Je ne verrai pas. Charles, j'ai besoin que tu rédiges un rapport. J'ai perdu la vision totale. Dommage irréversible au nerf optique. » Le médecin le regarda stupéfait. « Es-tu fou? Cela mettrait en péril les actions de la société. Les investisseurs deviendraient nerveux. »« Je me fiche de la compagnie, » siffla Antoine. « J'ai besoin de voir qui est à mes côtés quand la lumière s'éteint. J'ai besoin de savoir si la femme que je vais épouser est ma femme ou mon bourreau. Et j'ai besoin de savoir si mes enfants sont en sécurité. Charles, fais-le, pour la mémoire de mon père. » Le rapport fut falsifié. Antoine rentra chez lui en fauteuil roulant, les yeux couverts de lunettes noires, jouant le rôle de sa vie, et la réalité le frappa plus fort que l'accident. En seulement 4 semaines, son manoir s'était transformé. Cécile, convaincue que son fiancé était maintenant un invalide dépendant, avait retiré son masque. Elle avait renvoyé le personnel de confiance, la gouvernante qui avait élevé Antoine, arguant d'une réduction des coûts, et avait engagé une agence bon marché. C'est ainsi qu'Amélie était arrivée, une jeune femme inexpérimentée qui avait désespérément besoin d'argent pour sa mère malade au village. Antoine se souvenait du premier jour d'Amélie. Il était assis dans la bibliothèque, faisant semblant d'écouter un livre audio. Amélie était entrée pour faire la poussière. Elle sentait le savon bon marché et le linge frais. « Pardon, monsieur », dit-elle d'une voix douce, pensant qu'il ne remarquait pas sa présence. « Je ne voulais pas vous déranger. »« Tu ne déranges pas », répondit-il sèchement, gardant son personnage. « Qui es-tu ? » ?»« Je suis Amélie, la nouvelle femme de ménage et des enfants. On t'a dit que j'étais un ogre, on m'a dit que vous traversiez une période difficile, monsieur, et que vous aviez besoin de tranquillité. » Antoine s'attendait à la plainte, aux commentaires sarcastiques que les employés faisaient souvent dans son dos, mais Amélie se contenta de lui ajuster la couverture sur les jambes. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, je serai là. Vos enfants sont des anges, monsieur. Ils ont les mêmes yeux que vous. » Ce commentaire l'avait désarmé. « Ils ont les mêmes yeux que vous. » Amélie voyait les enfants avec amour, tandis que Cécile les voyait comme des obstacles qui se disputaient l'héritage. À partir de ce jour, Antoine passait des heures assis à des endroits stratégiques de la maison, devenant un espion dans son propre foyer. Il écoutait Cécile organiser des fêtes somptueuses avec l'argent de la petite caisse. Des fêtes où elle se moquait de la tragédie d'Antoine avec ses amis de la haute société parisienne. « C'est mieux ainsi », avait-elle dit à une amie en buvant du champagne millésimé à 2 heures de l'après-midi un mardi. Un mari aveugle ne voit pas les factures, ne voit pas avec qui je sors, et le mieux dans tout ça, c'est qu'il ne voit pas que je redécore toute la maison à mon goût. Quand nous serons mariés, je l'internais dans une clinique de repos de luxe, et je serai la reine de tout ça. La rage d'Antoine grandissait de jour en jour, alimentant un plan de contre-attaque méticuleux. Il avait installé des caméras et des microphones cachés qu'il contrôlait seul depuis une application sur son téléphone, accessible par commande vocale, et un écran adapté qu'il regardait quand personne n'était là. Mais ce qui s'était passé ce matin-là, la scène qu'il venait de voir dans le salon, changeait les règles du jeu. Ce n'était plus seulement de l'avarice, c'était de la méchanceté. Cécile ne voulait pas seulement son argent, elle aimait humilier les faibles. Et le pire de tout, elle menaçait le bien, être physique de Louis et Théo. Antoine se retira dans son bureau, fermant la porte à clé. Il ôta ses lunettes noires et regarda son reflet dans le miroir. Ses yeux noisettes brillaient d'une détermination froide. Il se dirigea vers le coffre-fort caché derrière un tableau,
l'ouvrit et en sortit une chemise rouge. À l'intérieur se trouvaient les documents réels. Le testament actuel laissait tout à Cécile en cas de son incapacité. Elle le savait, c'est pourquoi elle faisait pression. Mais Antoine prit un stylo-plume et commença à rédiger des notes sur un nouveau document. « Tu crois avoir le contrôle, Cécile ?» murmura-t-il pour lui-même. « Mais tu n'as aucune idée à qui tu t'es attaqué. » À ce moment-là, quelqu'un frappa timidement à la porte. Antoine remit ses lunettes à la vitesse de l'éclair, s'assit dans son fauteuil en cuir et adopta sa posture rigide. « Entrez !» C'était Amélie. Elle entra avec un plateau dans les mains, elle tremblait. Elle apportait un thé et des biscuits. « Monsieur, je vous ai apporté votre goûter. Mademoiselle Cécile, elle est sortie faire des courses et j'ai pensé que vous auriez faim. » Antoine tourna la tête, bien que ses yeux ne la regardent pas. Il remarqua que la jeune femme avait pleuré. Il pouvait entendre sa respiration saccadée. « Approche, Amélie », ordonna-t-il d'une voix douce, très différente du ton qu'il utilisait avec sa fiancée. La jeune femme s'approcha et posa le plateau sur le bureau. « Vous allez bien ?» demanda-t-il. « Oui, monsieur, tout va bien. »« Tu mens » dit Antoine. Une seconde, il craignit d'en avoir trop révélé. « J'entends la peur dans ta voix. Est-il arrivé quelque chose aux enfants ?»« Non, monsieur. Les enfants dorment. Ils vont bien. C'est juste que... » Amélie hésita. Elle savait que si elle parlait mal de Cécile, elle serait renvoyée. Mais la gentillesse de cet homme aveugle lui brisait le cœur. « Monsieur, vous méritez qu'on prenne bien soin de vous. » Antoine sentit une boule dans la gorge. Cette jeune femme, qu'on venait d'humilier et de menacer, s'inquiétait pour lui. « Merci, Amélie. Vous pouvez vous retirer. Mais avant, dites-moi une chose. De quelle couleur est votre robe aujourd'hui ?» Amélie fut surprise par la question. « C'est bleu, monsieur. L'uniforme, n'est-ce pas ?» corrigea-t-il énigmatiquement. « Aujourd'hui, vous portez la couleur de la loyauté, et cela, Amélie, vaut plus que tout l'or de cette maison. » Amélie sortit, confuse, sans comprendre, mais ressentant une étrange chaleur. Antoine se retrouva seul. La phase d'observation était terminée. La phase d'exécution était sur le point de commencer, et la première épreuve serait ce soir-là, le dîner avec les investisseurs, où Cécile prévoyait de consolider son pouvoir. Il lui donnerait de la corde, beaucoup de corde, suffisamment pour qu'elle se pende elle-même, devant tout le monde. Le dîner au manoir du Bois avait toujours été un rituel sacré, un moment de déconnexion et de plaisir gastronomique. Mais ce soir-là, la salle à manger principale ressemblait à un champ de bataille silencieux, chargé d'une électricité statique qui hérissait la peau. Les bougies de cire importées vacillaient sur la longue table en acajou, projetant des ombres dansantes qu'Antoine observait derrière la sécurité de ses lunettes sombres. Il était assis en bout de table, rigide, les mains posées sur la nappe en lin égyptien, feignant ce regard vide et perdu qu'il avait perfectionné au cours du dernier mois. En face de lui, à l'autre extrémité de la table, se trouvait Cécile. Si Antoine avait été vraiment aveugle, il se serait laissé tromper par la douceur sirupeuse de sa voix. « Antoine, mon cher, je vous sers un peu plus de vin ? C'est un Bordeaux Grand Cru 1994, votre préféré, 2, dit-elle d'un ton qui distillait l'inquiétude et l'amour conjugal. Cependant, ce qu'Antoine voyait était très différent de ce qu'il entendait. Il voyait une femme qui levait les yeux au ciel avec agacement en parlant, qui tapait frénétiquement sur son portable d'une main tout en tenant la bouteille de l'autre, ignorant complètement sa présence physique. La discrépance entre la voix d'ange et le visage de démon ennuyé lui retournait l'estomac plus que la nourriture elle-même. « Non, merci », répondit Antoine, marquant une pause délibérée, et déplaçant sa main maladroitement jusqu'à heurter légèrement son verre d'eau, en renversant quelques gouttes. Il voulait voir sa réaction. Cécile laissa échapper un soupir inaudible. Une grimace de dégoût déforma ses lèvres parfaitement maquillées de rouge. Elle essuya la table avec une serviette, le faisant brusquement, mais sa voix resta mielleuse. « Oh, mon amour, ne t'inquiète pas. Ce n'est qu'un petit peu. Laisse-moi t'aider. Tu es si vulnérable maintenant. Ça me brise le cœur de te voir ainsi si dépendant. Mais ne crains rien, je serai tes yeux et tes mains. Tu serais mon bourreau si je te laissais faire, » pensa Antoine en serrant la mâchoire. À ce moment, la porte de service s'ouvrit silencieusement. Amélie entra avec le plateau du deuxième plat. Elle marchait la tête baissée, essayant de se faire invisible. Elle portait l'uniforme impeccable. Mais Antoine, avec sa vision périphérique aiguisée par l'adrénaline, remarqua le rougissement de ses yeux et une légère marque sur son poignet, probablement due à l'agrippement de Cécile auparavant. « Voici, monsieur », murmura Amélie en plaçant le plat devant lui avec une délicatesse extrême, guidant doucement la main d'Antoine vers les couverts. « Le poisson est coupé en petits morceaux, sans arête, comme vous l'aimez. Faites attention, le plat est chaud. » La différence était abyssale. Tandis que Cécile lui parlait comme à un enfant idiot, Amélie lui parlait avec dignité, respectant son supposé handicap, mais sans lui enlever sa virilité. Soudain,
Un cri aigu brisa le silence sépulcral de la salle à manger. Il venait de l'étage. C'était le sanglot inconsolable de Louis, immédiatement suivi par celui de Théo, un chœur d'angoisse enfantine qui fit qu'Antoine faillit se lever de sa chaise par instinct. Il se força à rester immobile, s'enfonçant les ongles dans les paumes. « Que se passe-t-il » demanda Antoine en tournant la tête vers le plafond. « Pourquoi pleure-t-il ainsi ?»« Il ne pleure jamais à cette heure. » Cécile laissa tomber sa fourchette avec fracas sur l'assiette en porcelaine. Son visage se contracta en un masque de fureur froide dirigé vers Amélie, qui était restée paralysée près du buffet. « C'est incroyable !» s'exclama Cécile, changeant son ton pour une fausse indignation. « Encore, Antoine, mon amour, je ne voulais rien te dire pour ne pas t'inquiéter dans ton état, mais je crois qu'Amélie n'a pas de patience avec les enfants. » Amélie leva les yeux, horrifiée. « Mademoiselle, ce n'est pas vrai. Tais-toi !» la coupa Cécile en frappant la table de la paume de la main. « N'ose pas me répondre devant monsieur Antoine. Avant de descendre dîner, j'ai entendu des bruits étranges dans la chambre des enfants. Je crois qu'elle les pince pour qu'ils s'endorment plus vite ou les effraie. Ce n'est pas normal qu'ils pleurent dès qu'elle entre dans la pièce. » Le mensonge était si vil, si calculé, qu'Antoine sentit une vague de chaleur monter à son cou. Il savait parfaitement que les enfants pleuraient parce qu'ils s'ennuyaient de leur père, parce qu'ils sentaient la tension dans la maison, et probablement parce que Cécile les avait enfermés ou grondés avant de descendre. « Amélie » dit Antoine d'une voix grave et profonde, tournant son visage couvert vers l'endroit où il savait que se trouvait l'employé. « Monsieur Dubois, je vous le jure sur la mémoire de ma mère. » La voix d'Amélie tremblait, pleine de larmes contenues. « Je ne leur ferai jamais de mal, je les aime comme s'ils étaient les miens. Ils pleurent parce qu'ils font des cauchemars. J'ai essayé de les calmer, mais... »« Des excuses !» interrompit Cécile, se levant et marchant vers Antoine pour lui poser une main possessive sur l'épaule. « Chérie, tu dois me faire confiance. Une mère sait ces choses. Et même si je ne suis pas encore leur mère biologique, mon instinct me le dit. Cette fille n'est pas fiable. Nous devrions la renvoyer ce soir même. Je peux m'occuper des jumeaux. » Antoine sentit la main de Cécile comme une griffe sur son épaule. Il savait que si Amélie partait, ses enfants seraient à la merci de cette femme. Ses enfants perdraient leur unique protection. Il devait jouer ses cartes avec une maestria chirurgicale. « Non » dit Antoine posément. Le silence qui suivit fut dense. Cécile retira sa main lentement. « Comment dis-tu »« J'ai dit non » répéta Antoine feignant un ton de fatigue extrême. « Cécile, mon amour, nous ne pouvons pas la renvoyer maintenant. Les enfants sont habitués à elle. Un changement brusque, ajouté à mon accident, serait traumatisant pour eux et pour moi. J'ai besoin de stabilité. Si nous la renvoyons aujourd'hui, qui nettoiera demain ? Qui m'aidera à m'habiller si tu dois aller au club ou à tes réunions de la fondation ? Tu ne peux pas tout faire. Tu es trop délicate pour le travail salissant. » Antoine savait exactement sur quel bouton appuyer. Il fit appel à la vanité et à la paresse de Cécile. Elle détestait tout travail domestique. L'idée de devoir changer des couches ou nettoyer le sol lui répugnait. Cécile soupira. Un son dramatique et théâtral. « Tu as raison, ma vie, toujours à penser à tout, même dans ton état. Je suis trop bonne. C'est mon problème. D'accord ? Amélie reste pour l'instant, mais je la surveillerai de près. » Elle se tourna vers Amélie, et Antoine vit ses yeux se transformer en fente de haine pure, tandis que sa bouche souriait pour maintenir la façade auditive. Elle fit un geste de la main comme pour chasser une mouche. « Va-t'en, monte faire taire ces sales gosses, ces enfants, et assure-toi qu'ils n'interrompent plus notre dîner. » Amélie fit une révérence rapide et sortit en courant de la salle à manger. Antoine entendit ses pas pressés monter l'escalier. Ce n'est que lorsque le bruit de la porte de service se referma qu'il permit à ses épaules de se détendre d'1 millimètre. « Merci, Cécile, » dit-il, prenant une gorgée d'eau pour avaler la bile qu'il avait dans la gorge. « Tu es un ange d'avoir tant de patience. » Cécile se rassit, satisfaite. Elle avait gagné, ou du moins le croyait-elle. Elle avait le contrôle. « Je le fais pour toi, Antoine. Tout ce que je fais, je le fais pour toi. » Et en parlant de faire des choses pour nous, son ton changea, devenant plus sérieux, plus professionnel. « Demain viendra le notaire, Maître et Henri. Vous vous en souvenez ? J'ai confirmé le rendez-vous. Il est vital que nous signions cette procuration. Les actions de la chaîne hôtelière baissent à cause de l'incertitude concernant ta santé. Ils ont besoin de voir un leadership fort. Ils ont besoin de me voir prendre le contrôle en ton nom. » Antoine hocha lentement la tête comme une poupée brisée. « Oui, le pouvoir. Tu as raison. Demain. » Sous la table, sa main libre se serra en un point si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans la chair jusqu'à presque saigner. Demain serait le jour. L'épreuve du feu. Il allait lui tendre un appât si juteux qu'elle ne pourrait pas résister, et en le mordant, elle montrerait ses vraies dents. Le lendemain matin se leva gris et plombé, comme si le ciel de Paris savait qu'une tempête approchait à l'intérieur du manoir Dubois.
Antoine s'était levé tôt, ou plutôt, n'avait pas dormi. Il avait passé la nuit à revoir chaque clause légale dans son esprit, visualisant chaque scénario possible. À 10 heures du matin, Cécile entra dans sa chambre. Elle n'avait pas frappé à la porte. Elle ne le faisait plus. Pour elle, la vie privée d'Antoine était sans importance. « Bonjour, dormeur », dit-elle d'une voix stridente et joyeuse qui blessait les oreilles. « Aujourd'hui, c'est le grand jour. Maître Henri arrivera dans une demi-heure. Allons, tu dois être présentable. Nous ne voulons pas qu'il pense que tu t'es laissé aller. » Antoine était assis sur le bord du lit en pyjama. Cécile s'approcha et commença à choisir ses vêtements. Elle ne lui demanda pas ce qu'il voulait porter. Elle sortit un costume gris anthracite, une chemise blanche et une cravate bleu marine. « 3, 4, lève les bras », ordonna-t-elle, comme on habille un mannequin. Antoine obéit, la laissant lui boutonner la chemise. Il sentit ses doigts froids effleurer sa peau. Il n'y avait aucune affection dans ses mouvements, seulement une efficacité mécanique. Tandis qu'elle lui ajustait le col, Antoine remarqua qu'elle portait son parfum le plus cher, celui qui coûtait 300 € le flacon, et une tenue Chanel qu'elle avait achetée avec la carte supplémentaire la semaine précédente. Elle s'habillait pour un couronnement. « Tu es très beau », dit-elle en lui donnant un baiser sonore et vide sur la joue. « Tu ressembles presque à avant. » Elle le guida en bas, le tenant fermement par le bras. Antoine accentua sa claudication, s'appuyant lourdement sur sa canne, traînant les pieds plus que nécessaire. Il voulait paraître faible, fini, un lion sans dents. Dans le bureau, Maître Henri attendait déjà. Le notaire, un homme petit et rondouillard avec des lunettes à monture dorée, se leva en les voyant entrer. Antoine le connaissait depuis des années. C'était un homme de loi compétent, mais facilement intimidable. « Bonjour, monsieur Antoine, madame Cécile », salua le notaire, visiblement mal à l'aise face à l'image du puissant magnat, maintenant réduit à un homme aveugle et guidé par sa fiancée. « 5, 6, 7, 8, asseyez-vous, Henri, s'il vous plaît », dit Antoine, tâtonnant la chaise en cuir derrière son bureau, jusqu'à s'y laisser tomber avec un soupir lourd. Cécile s'assit à ses côtés, très près, envahissant son espace personnel. « Bien, Henri, » dit-elle, prenant immédiatement l'initiative. « Nous n'avons pas beaucoup de temps, Antoine se fatigue vite. Vous avez apporté les documents dont nous avons discuté, n'est-ce pas? La procuration, générale et absolue. » « Oui, bien sûr. » Henri ouvrit sa mallette et en sortit une pile de feuillets. « Voici l'ébauche de la procuration générale. Ce document vous confère, Madame Cécile, plein pouvoir pour administrer tous les biens, comptes bancaires, propriétés et décisions corporatives de Monsieur Dubois, sans aucune limitation, compte tenu de son état de santé actuel. » Antoine entendait le froissement du papier. Il sentait l'anxiété de Cécile vibrer dans l'air. Elle salivait pratiquement. « Parfait, » dit-elle en tendant la main. « Donnez-le-moi, je vais le guider pour signer. »« Un instant, » interrompit Antoine. Sa voix était douce, mais avait suffisamment d'autorité pour arrêter le mouvement d'Henri. « Henri, lisez-le-moi. »« Comment ?» demanda Cécile avec une pointe d'irritation. « Antoine, mon chéri, c'est un langage juridique très ennuyeux et dense. Ce sont 20 pages. Henri nous a déjà résumé l'essentiel. C'est pour que je puisse prendre soin de toi et payer les factures. Fais-moi confiance. »« Je sais que c'est ennuyeux, mon amour, » répondit Antoine, tournant son visage vers elle, caché derrière ses lunettes. « Mais mon père me disait toujours, ne signe jamais ce que tu n'as pas lu. Et si tu ne peux pas le lire, fais-le lire 2 fois. C'est la dernière volonté d'un homme qui se sent inutile. Accorde-moi ce caprice. » Cécile renifla en regardant sa montre. « D'accord, Henri, lisez, mais vite. » Le notaire commença à lire. Ce fut une torture de 30 minutes. Clause après clause, Antoine écoutait comment il était légalement dépossédé de sa vie. Accès au compte en Suisse, pouvoir de vendre des immeubles, contrôle total sur la fiducie des jumeaux. Tout passait entre les mains de Cécile. Pendant qu'il écoutait, Antoine observait Cécile. Elle n'écoutait pas les mots. Elle regardait les étagères, regardait ses ongles, regardait le stylo Montblanc en or qui reposait sur le bureau comme si c'était le sceptre qu'elle était sur le point d'empoigner. Et en conclusion, la mandataire est habilitée à agir au nom du mandant en toute liberté, termina Henri en s'essuyant la sueur du front. « Satisfait ?» demanda Cécile, posant le document devant Antoine et lui plaçant le stylo dans la main. « Signe ici sur la ligne pointillée. » Antoine tint le stylo. Sa main commença à trembler. Ce n'était pas entièrement un tremblement fin, c'était l'adrénaline pure qui parcourait son système. « Cécile, » dit-il d'une voix brisée, « cela inclut aussi la villa sur la Côte d'Azur, celle qui était à ma mère. Ça inclut tout, Antoine, tout. Comme ça, tu n'auras à te soucier de rien. Je m'occuperai de l'entretien, des impôts, de tout. Signe. » Antoine abaissa la pointe du stylo vers le papier. Cécile retint sa respiration. Ses yeux étaient rivés sur la pointe dorée de l'instrument d'écriture. Juste avant de toucher le papier, la main d'Antoine eut un spasme. Le stylo s'échappa de ses doigts.
roula sur le bureau et tomba au sol, loin, sous un lourd fauteuil. « Malédiction !» s'exclama Antoine en se portant les mains à la tête avec frustration. « Je suis un incapable, je ne peux même pas tenir un maudit stylo. » Cécile laissa échapper un grognement de frustration réelle. Elle se pencha rapidement pour chercher le stylo, perdant un instant sa contenance élégante. « Ce n'est rien, dit-elle depuis le sol en tâtonnant. Je le ramasse et tu signes. Tranquillise-toi. »« Non, non. » Antoine commença à hyperventiler, feignant une crise de panique. « Je me sens étourdi. C'est trop de pression. Je ne vois rien. Tout tourne. Henri, je ne peux pas le faire aujourd'hui. Mon pouls tremble trop. Ma signature ne serait pas valide si elle ressemble à un gribouillis. Ta signature sera valide si je dis qu'elle est valide, cria Cécile, se levant avec le stylo à la main, les cheveux un peu ébouriffés par l'effort. Elle réalisa qu'elle avait crié devant le notaire et se recomposa rapidement. Je veux dire, le notaire attestera que c'est toi. Allons, Antoine, fais un effort. Ce n'est qu'une signature. Maître Henri, mal à l'aise, intervint. Madame Cécile, si Monsieur Dubois ne se sent pas bien, cela pourrait légalement être contestable si la signature est obtenue sous la contrainte ou dans un état de santé altéré. Il serait être préférable d'attendre qu'il se calme. Antoine eut envie d'embrasser le vieux notaire. « Oui, j'ai besoin de repos, » dit Antoine en s'adossant à la chaise. « Demain matin j'irai mieux, je le promets. Cécile, s'il te plaît, aide-moi à monter me coucher. J'ai la tête qui va exploser. » Cécile regarda le document non signé, comme si elle voulait y mettre le feu par la pensée. Elle était si près, si désespérément près, mais la présence du notaire l'obligeait à garder son masque. Si elle forçait Antoine maintenant, Henri pourrait se douter de quelque chose. « D'accord, » dit-elle d'une voix si froide qu'elle glaça la pièce. « Demain sans faute, Henri, laissez les papiers ici. Je les garderai dans le coffre-fort. »« Je suis désolé, madame, » dit le notaire, ramassant rapidement les documents. « Les protocoles m'obligent à emporter les brouillons non signés. Je reviendrai demain à la même heure. » Cécile vit la mallette se refermer, emportant ses millions. Elle se tourna vers Antoine avec un regard qui aurait tué un homme voyant. « Allons nous coucher, mon cher, dit-elle. Pendant qu'il montait les escaliers, Cécile lui pinça le bras, juste là où la marque n'était pas visible sous le costume. « Demain, il n'y aura pas d'excuse, Antoine. Si ta main tremble, je te la tiendrai moi-même jusqu'à ce que tu signes. Compris ? » « Compris, mon amour, » répondit-il docilement. Mais dans son esprit, Antoine planifiait déjà le coup suivant. Il avait gagné 24 heures, suffisamment de temps pour préparer le piège définitif avec la montre. Il devait provoquer une erreur fatale, quelque chose de public, quelque chose d'irréversible. Et pour cela, il devait utiliser la seule alliée qu'il avait dans cette maison, même si elle ne le savait pas encore, Amélie. En arrivant à la porte de sa chambre, Antoine s'arrêta. « Cécile, peux-tu dire à Amélie de monter? Un bouton de ma chemise est tombé quand tu m'habillais. J'ai besoin qu'elle le couse maintenant. Je ne peux pas attendre. Ça me dérange, s'il te plaît. » Cécile renifla et partit chercher la bonne. Antoine entra dans sa chambre, ferma la porte et se dirigea vers sa table de chevet. Il ouvrit le tiroir secret et en sortit la montre Rolex en or massif, une pièce unique gravée de son nom. Il la pesa dans sa main. C'était l'appât. Ça allait être douloureux, ça allait être risqué, mais ça allait exposer la vérité. Quand Amélie entrerait, il mettrait en marche l'engrenage qui détruirait Cécile pour toujours. La porte de la chambre se referma derrière Cécile, laissant une traînée de son parfum agressif et la promesse d'une menace accomplie. Antoine resta assis sur le bord du lit, respirant profondément, comptant les secondes. 1, 2, 3. Des coups doux, presque imperceptibles, résonnèrent dans le bois. « Entrez », dit-il, reprenant sa posture de statue aveugle. Amélie entra à pas légers. Elle portait une petite trousse à couture en osier sous le bras. « Permis, monsieur Antoine. Mademoiselle Cécile m'a dit qu'un bouton était tombé. »« Oui, ici, au poignet droit. » Antoine tendit le bras vers la voix. « Je ne vais pas l'enlever. J'ai mis une demi-heure à la boutonner avec mes doigts maladroits. Cousez-le comme ça. »« Oui, monsieur. Ne bougez pas, s'il vous plaît. Je ne veux pas vous piquer. » Amélie rapprocha une chaise et s'assit près de lui. Antoine sentit la proximité de son corps, une chaleur humaine qui n'exigeait rien. Pendant qu'elle enfilait l'aiguille avec dextérité, il aspira discrètement. Elle ne sentait pas les parfums chimiques et coûteux qui saturaient la maison depuis que Cécile avait pris le commandement. Amélie sentait la propreté, le savon d'avoine et la pluie fraîche. C'était un arôme honnête. Elle prit sa main pour stabiliser le poignet de la chemise. Ses doigts étaient rugueux, la peau tannée par des années de travail acharné, mais son toucher était d'une douceur révérencieuse. « Vous avez les mains froides, monsieur », murmura-t-elle presque pour elle-même en donnant le premier point. « Il fait froid dans cette maison, Amélie », répondit-il avec un double sens. « Depuis l'accident, j'ai l'impression que l'hiver s'est installé dans les murs. » Amélie leva les yeux une seconde,
regardant le visage de l'homme qu'elle croyait aveugle. Elle vit la tristesse au coin de ses lèvres et sentit une pointe de compassion. Elle ne voyait pas le magnat, elle voyait l'être humain brisé. « Si vous me permettez l'audace, monsieur, parfois le froid ne vient pas de l'extérieur, dit-elle à voix basse, concentrée sur l'aiguille. Ma grand-mère disait que quand le cœur est triste, le corps frissonne même en plein été. » Antoine resta paralysé. Personne, absolument personne, dans son cercle d'amitiés hypocrites, ne lui avait parlé avec une telle sincérité. Cécile lui parlait de surmonter le traumatisme pour pouvoir signer à nouveau des chèques. Ses associés lui parlaient de récupération pour ne pas perdre de valeur en bourse. Amélie lui parlait de l'âme. « Et que recommandait ta grand-mère pour cela ?» demanda-t-il, la défiant doucement. « Du bouillon de poulet, une couverture en laine, et que quelqu'un lui lise un bon livre jusqu'à ce qu'elle s'endorme ?» répondit-elle avec un sourire timide dans la voix, coupant le fil avec les dents. « C'est prêt, monsieur, comme neuf. » Antoine toucha le bouton. Il était cousu avec une fermeté militaire. « Merci, » dit Amélie. « Dites-moi, je n'ai pas de bouillon de poulet et la couverture, je l'ai déjà, mais il y a un livre sur la table de chevet. 100 ans de solitude. Avant l'accident, j'en étais à la moitié. Cécile dit que lire à voix haute lui donne mal à la gorge et que les livres audio sont plus modernes. Toi, tu pourrais ?» Amélie hésita. Elle savait qu'elle avait une montagne de linge à repasser et que Cécile chronométrait chaque minute. Mais en voyant l'aveugle pointer vaguement vers la table, elle ne put refuser. « Juste un chapitre, monsieur. Si mademoiselle Cécile me voit, elle sera en colère. Elle est sortie. Nous sommes seuls. » Lisse. Amélie prit le livre, s'éclaircit la gorge et commença à lire. Au début, sa voix était nerveuse, trébuchant sur quelques mots longs, mais elle prit vite son rythme. Elle n'avait pas la diction parfaite d'une locutrice, mais elle avait quelque chose de mieux, l'émotion. Elle lisait avec passion, changeant le ton pour les dialogues, vivant l'histoire. Antoine ferma les yeux derrière ses lunettes sombres et se laissa emporter. Pour la première fois depuis un mois, il n'analysait pas de stratégie ni ne haïssait sa fiancée. Il écoutait seulement. Et tandis qu'il écoutait, il observait. Il voyait du coin de l'œil comment Amélie gesticulait en lisant, comment son visage s'illuminait avec les passages magiques de Macondo. C'était une femme belle, non pas par son maquillage qu'elle ne portait pas, mais par la lumière qu'elle émanait, parce que les lignées condamnées à 100 ans de solitude n'avaient pas une seconde chance sur terre. Elle termina le chapitre en fermant le livre doucement. Le silence qui suivit fut confortable, dense, chargé d'une électricité nouvelle. « Vous lisez très bien, Amélie, » dit Antoine. « Merci, monsieur. J'aime lire. C'est comme voyager sans payer de billets. » À cet instant, on entendit le bruit du moteur de la voiture de sport de Cécile à l'entrée. La magie se brisa comme du cristal. Amélie sauta de sa chaise, laissant le livre sur la table, les mains tremblantes. « Elle est revenue. Je dois y aller, monsieur. Si elle me trouve ici sans rien faire, vous n'êtes pas sans rien faire. Vous prenez soin de votre employeur ?» dit Antoine avec fermeté. « Mais allez-y, je ne veux pas qu'elle vous crie dessus. » Amélie courut vers la porte, mais avant de sortir, elle s'arrêta. « Monsieur Antoine, quoi. Demain, je vous apporterai ce bouillon, même si je dois le faire en cachette. » Elle sortit en fermant la porte. Antoine ôta ses lunettes une seconde, se frottant les yeux. Ce n'était pas des larmes, c'était de la clarté. Il venait de confirmer qu'il était sur le point d'épouser la mauvaise femme tandis qu'un ange lui nettoyait le sol. Mais la gentillesse d'Amélie pouvait être dangereuse pour elle-même. Il devait la protéger et pour cela, il devait accélérer la fin de Cécile. La porte s'ouvrit brusquement sans frapper. Cécile entra comme un ouragan de sacs de course. Ouf! Quelle journée horrible! La circulation était insupportable. Elle se plaignit en jetant des sacs Gucci sur le fauteuil. « Antoine, tu es toujours assis là? Tu devrais bouger un peu. Tu vas t'atrophier. » « Je me reposais, » dit-il, reprenant son rôle d'invalide. « As-tu eu ce que je t'ai demandé? Quoi donc? Mes médicaments, les gouttes pour la tension oculaire et les pilules pour la migraine. Je t'ai dit ce matin qu'elles étaient finies et que j'avais mal à la tête. » Cécile resta immobile une seconde. Ses yeux parcoururent les sacs de vêtements et de bijoux. Elle était allée dans 3 centres commerciaux, mais n'avait pas mis les pieds dans une pharmacie. « Ah, ça !» Sa voix devint défensive. « Bien sûr que j'y suis allée, mais il n'y en avait pas. Oui, on m'a dit qu'il y avait un problème de distribution nationale. Ils doivent les commander en Allemagne. Cela prendra quelques jours. » Mensonge. Antoine savait que ces pilules se vendaient même au supermarché du coin. « Quelques jours ?» demanda-t-il, laissant une pointe de panique feinte entrer dans sa voix. « Cécile, le docteur Moreau a dit que si je ne les prends pas, la tension peut monter et me provoquer un AVC. J'ai très mal à la tête en ce moment. »« Oh, Antoine, ne sois pas dramatique !» répliqua-t-elle en sortant une robe à paillettes d'un sac. « Prends une aspirine et c'est tout. Je ne vais pas traverser la ville encore une fois. Je suis épuisée. En plus,
Je dois essayer ça pour le gala de charité de la semaine prochaine. Tu aimes la couleur? Ah, c'est vrai, tu ne peux pas voir. C'est un magnifique vert émeraude. Antoine sentit une haine si pure qu'il dut se mordre la langue pour ne pas crier. Elle préférait le voir mort plutôt que de froisser sa nouvelle robe. D'accord, dit-il sèchement. Une aspirine. Mais ce ne serait pas une aspirine. Cet après-midi-là, Antoine allait mettre à l'épreuve le cœur de cette maison. Il allait simuler l'effondrement que Cécile ignorait, et alors il verrait qui courait pour le sauver. L'après-midi tomba lourdement sur le manoir. Cécile s'était enfermée dans son dressing, essayant des tenues et parlant en visioconférence avec ses amis, riant aux éclats. Antoine, depuis sa chambre, écoutait les rires lointains tout en préparant le scénario. Il attendit 19 heures, l'heure à laquelle la maison était la plus calme. Amélie était généralement à la cuisine, préparant le dîner des jumeaux. Antoine jeta un verre d'eau par terre pour faire du bruit, puis il se laissa tomber de sa chaise au sol, frappant le tapis de son corps. Il commença à gémir, un son guttural et angoissant, suffisamment fort pour être entendu dans le couloir. « À l'aide !» cria-t-il, feignant que sa voix le lâchait. « Cécile, ma tête !» Silence à l'étage. La musique dans la chambre de Cécile était trop forte. Elle ne l'entendait pas, ou ne voulait pas l'entendre. Il cria à nouveau plus fort. « À l'aide, s'il vous plaît !» Il entendit des pas rapides, presque une course, montant les escaliers de service. Ce n'étaient pas les talons de Cécile, c'étaient les chaussons en caoutchouc d'Amélie. La porte s'ouvrit brusquement. « Monsieur Antoine !» cria Amélie en le voyant étendu sur le sol, les mains sur la tête. Elle s'agenouilla à ses côtés instantanément, sans se soucier de rien. Elle lui releva la tête avec soin, la posant sur ses genoux. « Qu'est-ce qui vous arrive? Que sentez-vous? Mon Dieu, vous êtes pâle. Les médicaments !» allaita Antoine, jouant la douleur avec une crédibilité digne d'un Oscar. « La tension, j'ai l'impression que ma tête va éclater. Cécile, elle a les pilules. » Amélie regarda vers la porte ouverte, angoissée. « Mademoiselle Cécile !» cria Amélie de toutes ses forces. « Venez vite, monsieur est en train de mourir. » Personne ne répondit, on n'entendait que la musique pop étouffée de l'aile et de la maison. « Elle non, elle a dit qu'il n'y en avait pas » murmura Antoine en saisissant la main d'Amélie. « Elle a dit qu'il n'y en avait pas à la pharmacie. » Amélie comprit tout en une seconde. Elle vit les sacs de marque de luxe dans le couloir. Elle vit le désintérêt. Elle savait que ce médicament était vital. Elle avait lu la notice la semaine précédente, en nettoyant la salle de bain. « Paix purée » murmura Amélie. Une malédiction qui sonna comme une prière. Elle regarda Antoine. « Monsieur, tenez bon, ne bougez pas. Je vais chercher de l'aide. Ne pars pas, je ne veux pas mourir seul. » « Vous n'allez pas mourir, je vous l'interdis. Je vais chercher vos médicaments. » « Il n'y en a pas, » elle a dit dans toute la ville. « Elle ment, » dit Amélie avec une fureur soudaine. « Il y a une pharmacie de garde à 3 rues. Je vais y aller. Tenez bon 5 minutes. » 5 minutes. Amélie le déposa sur le sol avec un oreiller, se leva et sortit en courant. Antoine entendit comment elle descendait les escaliers en sautant les marches 2 par 2. Il entendit la porte principale s'ouvrir et se refermer avec force. Antoine cessa de gémir et ouvrit les yeux derrière ses lunettes. Il se redressa légèrement, regardant par la fenêtre. Il vit Amélie courir sur l'allée, sous la fine pluie qui avait commencé à tomber. Elle n'avait pas de parapluie, pas de manteau. Elle courait comme si sa propre vie en dépendait. 10 minutes éternelles passèrent. Antoine revint à sa position au sol quand il entendit à nouveau la porte. Amélie entra, trempée, les cheveux collés au visage et l'uniforme taché de boue sur l'ourlet. Elle haletait comme si elle avait couru un marathon. Dans sa main, elle serrait une boîte blanche et bleue. « Ici, la voici », dit-elle à bout de souffle, brisant la boîte et en sortant la plaquette. Elle courut à la salle de bain, apporta un verre d'eau et s'agenouilla de nouveau à ses côtés. « Ouvrez la bouche, monsieur. Allez, avalez. » Antoine obéit. Il avala la pilule, qui était en réalité un placebo de vitamines qu'il avait lui-même changé dans la boîte originale quelques jours auparavant, mais Amélie avait apporté de la vraie médecine. « Respirez. C'est ça. Ça va passer. » Amélie resta là, lui caressant le front, lui écartant les cheveux en sueur, le berçant doucement pendant qu'il reprenait son souffle. Elle tremblait de froid à cause de la pluie, mais ne s'éloignait pas. « Merci », murmura Antoine, cessant peu à peu de jouer la comédie. La douleur diminue. Heureusement. Grâce à Dieu, Amélie commença à pleurer. Une pure libération de tension. « J'ai cru que je n'y arriverais pas. J'ai dû frapper la vitre de la pharmacie parce qu'il fermait. »« Avec quoi as-tu payé ?» demanda Antoine. Il savait que Cécile ne lui donnait pas d'argent pour ses dépenses. « Avec le mien, peu importe. C'était 20 €. Votre vie vaut plus que ça. » Antoine sentit un nœud dans la poitrine qui faillit l'étouffer. 20 €, c'était ce qu'Amélie gagnait en une demi-journée de travail d'esclave, et elle l'avait donné sans hésiter. À ce moment, la musique cessa. Des pas de talons résonnèrent dans le couloir.
Cécile apparut à la porte, avec un masque facial vert et une robe de chambre en soie. « Mais quel est tout ce scandale ?» demanda-t-elle, irritée. « J'ai entendu des cris. Que fait cette fille par terre avec toi, Amélie? Lève-toi tout de suite. Quelle indécence !» Amélie se leva rapidement, baissant sa tête mouillée et tremblante. « Monsieur a eu une crise. Il avait très mal à la tête. Je suis allé acheter les médicaments. » Cécile regarda la boîte de pilules dans la main d'Amélie, puis Antoine qui gisait sur le sol. « Quels médicaments? Si je t'ai dit qu'il n'y en avait nulle part. Je l'ai trouvé à la pharmacie du coin, mademoiselle, » dit Amélie d'une voix faible mais ferme. Il y avait beaucoup de boîtes. Cécile rougit sous le masque vert. Elle avait été découverte dans son mensonge, mais sa réaction ne fut pas de la honte, mais de l'attaque. « Tu lui as sûrement donné n'importe quoi » ria Cécile en s'approchant et en lui arrachant la boîte. « Tu veux l'empoisonner? Tu es irresponsable. Va à la cuisine. Tu mouilles tout le tapis avec tes vêtements sales. Elle m'a sauvé la vie, Cécile, » dit Antoine Dussol. Sa voix était faible, mais avait un tranchant mortel. Sans elle être que maintenant tu appellerais les pompes funèbres. N'est-ce pas ce que tu voulais? Cécile fut glacée. Elle regarda Antoine. Il y avait de la suspicion dans sa voix. Elle décida de jouer la carte de la victime. Antoine, comment peux-tu dire ça? Moi, je suis allé dans 3 pharmacies. Être qu'ils viennent de recevoir la commande. Je ne veux que ton bien. Cette fille ne veut que se faire passer pour une héroïne, pour demander une augmentation. Regarde-la, toute mouillée, faisant pitié. Antoine se laissa aider par Cécile pour se relever, ressentant de la répulsion à chaque contact de sa peau. « Je suis fatigué, dit-il. Amélie, merci. Vous pouvez vous retirer. Et séchez-vous, je ne veux pas que vous tombiez malade. » Amélie hocha la tête et sortit. Quand ils furent seuls, Cécile jeta la boîte de médicaments sur la table. « Demain, cette fille s'en va. Je ne supporte pas la façon dont elle te regarde. C'est une effrontée. »« Non, » dit Antoine. « Elle reste au moins jusqu'à ce que nous signions les papiers. Je me sens plus en sécurité, sachant qu'il y a quelqu'un qui peut courir. Si tu es occupé. » Cécile serra les dents. « Bien, mais tu signes demain sans faute. Je le ferai, » promit Antoine. Et il le ferait, mais il ne signerait pas ce qu'elle croyait. Cette nuit-là, pendant que Cécile dormait, Antoine quitta son lit. Il alla à la chambre de service où Amélie dormait sur un lit de camp inconfortable. Il ouvrit la porte discrètement. Il la vit dormir recroquevillée sous une fine couverture. Il entra et laissa quelque chose sur sa table de chevet, une enveloppe avec 500 € et une note écrite d'une écriture tremblante pour ne pas se trahir, qui disait « Pour le bouillon et pour la vie ». Il sortit avant qu'elle ne se réveille. Il restait quelques heures avant le dénouement. Le plan de la Rolex était prêt pour le lendemain matin. Ce serait le coup final. Cécile allait tomber, et le bruit de sa chute s'entendrait dans tout Paris. Le soleil se frayait un chemin à travers les lourds rideaux de velours, mais ne parvenait pas à réchauffer l'atmosphère glaciale qui régnait dans le manoir du bois. C'était le jour de la signature. Cécile s'était levée avant le personnel, se déplaçant dans la chambre comme un félin en cage. Elle avait passé 1 heure devant le miroir, répétant son visage d'épouse dévouée et inquiète pour l'arrivée du notaire, Maître Henri. Mais quelque chose la dérangeait profondément. Amélie, l'image de l'employé de maison tenant la tête d'Antoine la nuit précédente, cette intimité sale et bon marché sur le sol du couloir, lui était restée gravée dans la rétine comme une brûlure. Elle ne pouvait pas permettre à cette petite garce de rester dans la maison 1 minute de plus. Si Antoine ne voulait pas la renvoyer de bonne grâce, il faudrait que ce soit de force, et il fallait que ce soit quelque chose d'impardonnable, quelque chose que même la prétendue compassion d'un aveugle ne pourrait ignorer. Antoine, du lit, faisait semblant de dormir profondément, respirant à un rythme lent, mais sous ses paupières closes, ses yeux bougeaient, suivant les ombres de Cécile. Il la vit s'approcher de la table de chevet. Il la vit s'arrêter devant la Rolex en or. L'appât qu'il avait délibérément laissé exposer hors du coffre-fort. Il vit le sourire malicieux qui courba les lèvres de sa fiancée. Cécile tendit la main. Ses ongles longs et laqués effleurèrent le métal froid. Elle prit la montre, regarda vers le lit pour s'assurer qu'Antoine ne se réveillait pas. Puis, d'un mouvement rapide, elle glissa la montre dans la poche de sa robe de chambre en soie et quitta la chambre sans faire de bruit. Antoine compta jusqu'à 10, ouvrit les yeux, remit ses lunettes sombres et s'assit sur le lit. Son cœur battait fort. Le piège était activé. Il ne restait plus qu'à attendre le cri. En bas, dans le hall principal, Amélie finissait de lustrer le sol en marbre. Ses genoux lui faisaient mal, mais elle travaillait avec acharnement. Elle voulait finir vite pour préparer le petit déjeuner spécial qu'elle avait promis aux jumeaux. Elle n'avait pas remarqué que Cécile descendait les escaliers, l'observant avec une attitude de prédatrice. « Toi » appela Cécile d'une voix impérieuse. Amélie sursauta et se leva rapidement, cachant ses mains rougies derrière son tablier. « Bonjour, mademoiselle Cécile »,
Désirez-vous votre café? Je ne veux pas de café de tes mains sales, cracha Cécile en s'approchant dangereusement. Je veux que tu montes nettoyer le dressing de monsieur tout de suite. Il est dégoûtant, et je veux que tu le fasses bien, pas comme tu nettoies ici en bas, où il reste toujours des traces. Oui, mademoiselle, j'y vais tout de suite. Amélie se dirigea vers les escaliers, passant à côté de Cécile. Ce fut à cet instant précis, au croisement de leurs corps, que Cécile fit semblant de trébucher. « Aïe, attention, stupide !» cria Cécile, agrippant Amélie par le bras pour se stabiliser. « Pardon, je ne vous ai pas vu. » Dans la confusion du contact, avec une prestidigitation digne d'un pickpocket professionnel, Cécile glissa la lourde montre en or dans la grande poche droite du tablier d'Amélie. L'employée, étourdie par la poussée et les cris, ne sentit pas le poids supplémentaire parmi les chiffons qu'elle y portait. « Va-t'en de ma vue !» cria Cécile, la poussant vers le haut. « Monte !» Amélie courut à l'étage, le cœur serré. Cécile resta en bas, lissant sa robe de chambre, et regarda sa montre. Il restait 5 minutes avant l'arrivée du notaire. Parfait. 10 minutes plus tard, la sonnette retentit. C'était Maître Henri. Cécile le reçut avec son meilleur faux sourire. Maître Henri, ponctuel comme toujours. « Entrez, entrez. Antoine va descendre tout de suite. Il cherche quelque chose. » Juste à ce moment-là, Antoine apparut en haut de l'escalier. Impeccablement vêtu, sa canne à la main, il descendait les marches avec une lenteur exaspérante. « Bonjour », dit Antoine d'une voix puissante. « Bonjour Antoine », répondit Cécile, montant quelques marches pour faire semblant de l'aider. Henri est déjà là, prêt à signer. « Prêt », dit Antoine, mais alors il s'arrêta, se toucha le poignet gauche, fronça les sourcils. « Attends ma montre. » Cécile retint sa respiration, feignant la surprise. « Quelle montre, chérie ?»« La Rolex, celle de mon grand-père. Je l'ai laissée sur la table de chevet hier soir. Je ne la trouve pas. Je pensais que tu l'avais rangée. »« Non, je n'ai rien touché, » dit Cécile, élevant le volume de sa voix pour que le notaire entende bien. « Es-tu sûre de ne pas l'avoir mise ? Je suis aveugle, Cécile. Ne dis pas n'importe quoi. Je sais que je ne la porte pas, et je sais où je l'ai laissée. »« Mon Dieu !» s'exclama Cécile en portant les mains à sa bouche. « Antoine, cette porte de la terrasse était ouverte ce matin, mais ce ne serait pas impossible, à moins que... » Elle se tourna vers le couloir où Amélie venait de descendre avec un panier de linge sale. « Amélie !» Le cri de Cécile résonna dans les murs comme un coup de canon. Amélie se figea en lâchant le panier. « Oui, madame. Viens ici tout de suite », ordonna Cécile. Amélie s'approcha, tremblante, sentant les regards de tous. Le notaire confus, Monsieur Antoine avec son visage impénétrable derrière ses lunettes et mademoiselle Cécile, qui ressemblait à un dragon sur le point de cracher du feu. « Où est-elle » exigea Cécile. « Quoi, mademoiselle ? Je ne comprends pas. La montre d'Antoine, la Rolex en or massif, a disparu de la table de chevet et tu es la seule à être passée à cet étage ce matin, à part nous. Je n'ai rien pris, je vous le jure. J'ai seulement nettoyé le couloir et... Menteuse !» Cécile se jeta sur elle. « Je t'ai vue rôder comme une pie voleuse. Videz tes poches maintenant. »« Mais, mademoiselle, s'il vous plaît. » Amélie pleurait en reculant. « Videz-les, j'ai dit. » Cécile agrippa le tablier d'Amélie et le secoua violemment. Le son fut inimitable, un claquement métallique et lourd contre le sol en marbre. La montre en or tomba de la poche d'Amélie et glissa jusqu'à s'arrêter aux pieds de Maître Henri. Le silence qui suivit fut absolu, brisé seulement par les sanglots étouffés d'Amélie. « La voilà !» cria Cécile, triomphante, désignant la preuve du délit. « Je le savais, c'est une voleuse, une vulgaire voleuse qui profite d'un aveugle. Henri, vous êtes témoin. Elle a volé un bijou de famille évalué à 50 000 €. Amélie regardait la montre sur le sol, les yeux exorbités. Elle ne comprenait pas comment elle était arrivée là. Le monde tournait autour d'elle. « Non, non, ce n'est pas possible. Je n'ai pas. Quelqu'un l'a mise. » Elle balbutiait en hyperventilant. « Tais-toi !» Cécile se tourna vers Antoine. « Antoine, appelle la police. Tout de suite, qu'on l'emmène menotter. Je veux qu'elle pourrisse en prison. Et les enfants. J'appellerai les services sociaux pour qu'on les loue. Car une voleuse ne peut pas avoir d'enfants. » Ce fut le coup bas, mentionner les enfants. Amélie tomba à genoux, rampant vers Antoine, agrippant le bas de son pantalon. « Monsieur Antoine, s'il vous plaît, ne me retirez pas mes enfants. Je vous le jure sur ma vie, je ne l'ai pas volée. Je ne sais pas comment elle est arrivée là. Croyez-moi, s'il vous plaît. » Cécile souriait. C'était l'échec et mat. Antoine devrait la renvoyer. Et avec Amélie partie, le chemin était libre. « Henri, appelle la police », ordonna Cécile au notaire. « Un instant », tonna la voix d'Antoine. Ce fut un ordre si catégorique qu'Henri, qui avait déjà son portable à la main, s'arrêta net. Antoine n'avait pas bougé. Il restait droit, une main sur sa canne et l'autre tendue vers le vide. « Personne n'appellera personne encore.
dit Antoine avec un calme terrifiant. « Henri, passe-moi la montre. » « Mais Antoine, » protesta Cécile, « la preuve est irréfutable. Elle est sortie de sa poche. J'ai dit qu'on me passe la montre. » Le notaire ramassa la pièce et la déposa dans la main ouverte d'Antoine. Le magnat referma ses doigts sur le métal froid. « Elle est lourde, » murmura-t-il. « C'est de l'or véritable. » Il se pencha lentement, se guidant par le son des pleurs d'Amélie jusqu'à être à sa hauteur. Cécile regardait la scène avec impatience, attendant le licenciement fulgurant. « Amélie, » dit Antoine doucement, « donne-moi tes mains. » Amélie, aveuglée par les larmes et la terreur de perdre ses neveux, qu'elle aimait comme ses propres enfants, tendit ses mains tremblantes vers l'obscurité qu'elle imaginait chez Antoine. Il les prit. Ses mains grandes et fermes enveloppèrent les siennes, petites, rugueuses à cause de la lessive et froides de peur. Antoine prit son temps. Ce n'était pas seulement un geste théâtral, c'était une nécessité. Il avait besoin de sentir la vérité physique de cette femme. Avec ses pouces, il caressa doucement les callosités dans les paumes d'Amélie, les cicatrices minuscules de celle qui travaille du lever au coucher du soleil. Il sentit son pouls effréné à son poignet, un battement frénétique d'oisillon piégé. « Les mains d'un voleur sont généralement moites de culpabilité, » dit Antoine à voix haute pour que tous l'entendent. Ou tendues, prêtes à fuir. Il marqua une pause, inclinant la tête comme s'il écoutait un secret que seul l'univers lui chuchotait. Mais ses mains sont froides, elles sont sèches et tremblent de peur, non de malice. Antoine serra un peu plus son étreinte. « Ce sont des mains de travail, Cécile. Des mains qui hier m'ont sauvé d'une crise. Des mains qui ont nettoyé, cuisiné et pris soin de mes enfants quand leur propre mère était trop occupée à acheter des robes. » Cécile laissa échapper un reniflement d'incrédulité, faisant un pas en avant. Ses talons résonnèrent agressivement sur le marbre. « Pour l'amour de Dieu, Antoine, arrête de jouer au détective mystique. La montre était dans sa poche. Nous l'avons vue tomber. Quelle autre preuve as-tu besoin? C'est une délinquante. » Antoine se leva lentement, aidant Amélie à se relever avec lui sans lui lâcher la main. Il se tourna vers l'endroit où il savait que Cécile se trouvait. Bien que ses yeux fussent cachés, l'intensité de sa présence la fit reculer d'un pas instinctivement. « Cécile, as-tu déjà essayé de mettre un objet de cette taille et de ce poids dans une poche sans que cela ne se remarque ?» demanda-t-il avec une logique écrasante. Si Amélie avait voulu le voler, elle l'aurait caché dans ses sous-vêtements ou dans son sac. Le porteur dans un tablier lâche en nettoyant le sol, c'est stupide. Et Amélie n'est pas stupide. Alors elle est négligente ou arrogante, peu importe. Elle a volé, cria Cécile, perdant son sang-froid. Si tu ne la renvoies pas, je le ferai. Tu es aveugle, Antoine. Ton jugement est obscurci. C'est moi qui vois la réalité ici. La réalité. Antoine laissa échapper un rire court et amer. Parfois, l'obscurité te permet de voir des choses que la lumière cache. Il tira doucement Amélie vers lui, la rapprochant tellement qu'elle put sentir son eau de Cologne, un mélange de bois et de tabac. Il inclina la tête vers son oreille. Ce fut un mouvement rapide, intime, qui exclut le reste de la pièce. « Fais-moi confiance », murmura Antoine si bas que seule elle put l'entendre. Ce fut un souffle d'espoir au milieu de l'ouragan. « Je sais que ce n'est pas toi. Tiens bon encore un peu. » Il se sépara d'elle et éleva à nouveau la voix, s'adressant au notaire. « Henri, tu me connais. Tu sais que je suis un homme d'instinct. Mon instinct m'a rendu millionnaire et mon instinct me dit qu'il y a une erreur ici. Peut être que la montre est tombée et qu'elle l'a ramassée sans réfléchir. Peut être qu'elle est apparue là par magie. Antoine !» Cécile était rouge de colère. « C'est inouï. Tu me discrédites devant le personnel et le notaire. Si tu ne la mets pas à la porte tout de suite, je m'en vais. » Antoine savait que c'était un coup de bluff. Cécile n'irait nulle part sans la signature. « Personne ne part, » dit Antoine avec autorité. « Amélie, retourne à ton travail. Emmène la montre dans ma chambre et mets-la dans le coffre-fort. Tu as la combinaison de nettoyage, n'est-ce pas ?» Amélie hocha la tête, incapable de parler, serrant la montre contre sa poitrine comme une relique sacrée. « Tu lui donnes la combinaison du coffre-fort. » Cécile semblait sur le point de faire une crise cardiaque. « Tu es fou, Antoine. » Amélie. « Va, » ordonna Antoine, ignorant sa fiancée. Amélie courut vers les escaliers, jetant un dernier regard de gratitude infinie vers l'homme aux lunettes sombres, un regard qui promettait une loyauté éternelle. Lorsqu'ils se retrouvèrent seuls avec le notaire, l'ambiance était irrespirable. Cécile respirait bruyamment, ses mains crispées. « Tu m'as humilié, » siffla-t-elle. « Tu défends la bonne plutôt que ta future épouse. »« Je ne défends pas la bonne, » dit Antoine, se rasseyant lourdement sur une chaise, feignant que le stress le minait. « Je défends la justice. » Et en ce moment, Cécile, cette discussion m'a épuisé. Mes mains tremblent, j'ai l'impression que je vais avoir une autre migraine. Antoine leva ses mains pour qu'Henri les voie. Elles tremblaient visiblement. « Henri, je crois que je ne suis pas en état de signer quoi que ce soit en ce moment.
Avec ce niveau de stress, ma signature serait illisible. Le notaire, qui se sentait comme un intrus dans une guerre domestique, hocha vigoureusement la tête en rangeant ses affaires. Je comprends parfaitement, monsieur Antoine. Le stress est un poison pour votre condition. Il vaudra mieux remettre cela à un autre moment, quand il y aura plus d'harmonie. Cécile vit son plan s'écrouler pour la deuxième fois. La montre, qui devait être le catalyseur de sa victoire, s'était transformée en sa défaite. Mais elle ne pouvait pas le forcer maintenant. Pas avec le notaire devant elle, la regardant avec suspicion à cause de son éclat de colère. Elle devait changer de tactique, être plus intelligente. « D'accord », dit Cécile, ravalant son orgueil et forçant un sourire douloureux. « Tu as raison, mon amour. J'ai été très impulsive. C'est que je deviens nerveuse quand il s'agit de ta sécurité. Pardonne-moi. Repose-toi, Henri. Je t'accompagne à la porte. » Pendant que Cécile accompagnait le notaire, Antoine resta seul dans le hall. Il ajusta ses lunettes. Il avait gagné une autre bataille. Mais la guerre finale serait ce soir-là. Cécile ne se rendrait pas. Elle tenterait quelque chose de drastique pour reprendre le contrôle, et il serait prêt. Mais ce qu'Antoine ne savait pas, c'était jusqu'où irait la méchanceté de Cécile. Pendant qu'elle fermait la porte derrière le notaire, ses yeux se posèrent sur la porte du sous-sol, où se trouvait le tableau électrique, et la salle de jeu des enfants. Si Amélie ne partait pas de bonne grâce, il faudrait qu'une tragédie survienne par sa faute. Une tragédie qui impliquerait les jumeaux. Cécile sourit, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Profite de ta victoire, petit aveugle », murmura-t-elle pour elle-même. « Parce que cette nuit, tu regretteras d'être né. » Elle monta les escaliers non vers sa chambre, mais vers la chambre des enfants. La phase finale de son plan venait de commencer, et cette fois, il n'y aurait pas de témoin, ou du moins le croyait-elle. Antoine sortit son téléphone de sa poche et activa la caméra numéro 4, chambre des jumeaux. L'écran s'illumina dans sa main. « Je te vois, sorcière », murmura Antoine. « Fais un faux pas et je te détruis. » Le manoir du bois s'était transformé en un décor d'opéra, orné d'une opulence qui frôlait l'obscène. Des arrangements floraux d'orchidées blanches, importés expressément de Hollande ce matin même, inondaient chaque recoin, saturant l'air d'un parfum doux et enivrant. Le personnel de traiteur, embauché auprès d'une agence exclusive, courait d'un bout à l'autre avec des plateaux d'argent, polissant des verres et arrangeant des canapés de caviar. Tout devait être parfait. Pour Cécile, le dîner de gala n'était pas une fête. C'était son couronnement officiel devant l'élite des affaires parisiennes. Mais il y avait deux éléments qui dissonnaient dans son tableau parfait, les jumeaux. Louise et Théo, sensibles à la tension qui vibrait dans les murs de leur foyer, étaient agités, pleuraient et couraient dans le couloir du rez-de-chaussée, inconscients de l'importance des investisseurs qui arriveraient dans une heure. L'un d'eux, Théo, trébucha accidentellement sur un piédestal qui soutenait un vase Ming, le faisant vaciller. Cécile, qui descendait les escaliers en ajustant une boucle d'oreille en émeraude, vit la scène. Ses nerfs, déjà tendus par la prestation qu'elle devait maintenir, se brisèrent. « Ça suffit !» cria-t-elle, un son aigu qui coupa le murmure des serveurs. « J'en ai marre de ces gamins !» Elle se jeta sur les enfants avec une vitesse de prédatrice. Elle attrapa Théo par le bras avec tant de force que l'enfant laissa échapper un hurlement de douleur, et, de l'autre main, elle poussa Louis. « Mademoiselle non !» Amélie apparut de la cuisine, les mains encore mouillées de vaisselle. L'instinct la fit courir vers les enfants, s'interposant entre la fureur de Cécile et les petits corps tremblants. « Ce ne sont que des bébés, ils ont peur. »« Je me fiche qu'ils aient peur !» hurla Cécile, les yeux injectés de sang, le maquillage parfait se fissurant sous la grimace de haine. « Ils vont gâcher ma soirée, ils vont pleurer quand les associés arriveront. Et moi, j'ai besoin de silence absolu. » Sans lâcher l'enfant, Cécile traîna les jumeaux vers le couloir latéral, où se trouvait l'ancienne cave à vin, une petite pièce sombre et surtout insonorisée. « Non, s'il vous plaît », supplia Amélie en agrippant le bras de Cécile. « Ne les enfermez pas là-dedans, ils ont peur du noir. S'il vous plaît, mademoiselle, je les emmènerai dans ma chambre. Ils ne feront pas de bruit, je vous le promets. » « Dans ta chambre ?» Cécile s'arrêta à la porte de la cave, ouvrit la lourde feuille de bois et poussa les enfants à l'intérieur. Les jumeaux tombèrent au sol, pleurant inconsolablement, tendant leurs petits bras vers la lumière. « Tu n'as pas de chambre, servante. Tu es une ordure. Et eux apprendront à se taire. » Cécile tenta de fermer la porte, mais Amélie, poussée par une force qu'elle ignorait, mit le pied et l'épaule, bloquant la fermeture. « Je ne le permettrai pas », cria Amélie, les larmes aux yeux, mais la mâchoire ferme. « C'est de la cruauté. Je vais le dire à monsieur Antoine. » La mention d'Antoine fut le déclencheur final. Cécile lâcha la porte, recula d'un pas, et, la main ouverte et pleine de lourdes bagues, gifla Amélie d'une baffe brutale. Le son de l'impact résonna sec et terrible. Amélie tomba au sol, étourdie, sentant le goût métallique du sang dans sa bouche. Sa joue s'enfla instantanément,
marquée par l'or des bijoux. Si tu ouvres la bouche, siffla Cécile, se penchant sur elle et la saisissant par les cheveux, l'obligeant à la regarder dans les yeux. Si tu oses déranger Antoine ou sortir de la cuisine ce soir, je jurerai que c'est toi qui as frappé les enfants. Je dirai que je t'ai trouvé en train de les maltraiter. J'ai le pouvoir, Amélie. J'ai l'argent et tu n'es personne. Qui crois-tu qu'on croira? Un aveugle inutile ou la future maîtresse de tout cela? Amélie fut vaincue par le poids de la menace. Elle savait que Cécile en était capable, et plus encore. Si on l'accusait de maltraitance infantile, elle ne reverrait plus jamais les enfants et finirait en prison. Cécile sourit, satisfaite de voir la peur dans les yeux de l'employé. Elle se leva, lissa sa robe de soie vert émeraude et referma la porte de la cave d'un coup sec. Le pleur des enfants fut étouffé instantanément. Réduite au silence par l'isolation acoustique, elle tourna la clé 2 fois et la glissa dans son décolleté. Maintenant, lève-toi, nettoie ce sang dégoûtant et va à la cuisine. Je veux des canapés chauds dans 10 minutes et pas un mot. Cécile se retourna et marcha vers le salon principal, transformant son visage de monstre en masque d'hôtesse parfaite en quelques secondes. En haut, dans son bureau, Antoine Dubois se tenait devant l'écran de son portable. Il avait tout vu à travers la caméra de sécurité cachée dans le couloir. Ses mains agrippaient le bord du bureau en acajou avec une telle force que le bois craqua. Chaque fibre de son être lui hurlait de descendre, de briser la porte, de tuer cette femme de ses propres mains. Voir ses enfants jetés dans l'obscurité et Amélie frappée pour les défendre lui causait une douleur physique plus aiguë que l'accident de voiture. « Je vais te détruire, Cécile », murmura-t-il d'une voix qui semblait venir d'outre-tombe. « Je vais te détruire devant tous ceux que tu essaies d'impressionner. » Mais il ne pouvait pas descendre encore. S'il descendait maintenant, ce serait un scandale domestique. Cécile inventerait une excuse. Elle dirait que les enfants étaient punis, qu'Amélie l'avait attaqué la première. Il fallait que l'humiliation soit publique. Il fallait que les investisseurs voient qui elle était réellement. Il devait tenir bonne encore un peu, juste 1 heure de plus. Antoine respira profondément, ravalant la bile, mit sa veste de smoking, ajusta ses lunettes noires et prit sa canne. Il composa un numéro sur son téléphone. « Sécurité », répondit une voix grave à l'autre bout. « Écoutez attentivement », dit Antoine. « Je veux que vous prépariez le fichier vidéo des caméras 4 et 7 des 15 dernières minutes. Connectez-le au système de projection du salon principal. Quand je donnerai le signal, je veux que tout le monde voie ce qui se passe dans cette maison. Compris, monsieur Dubois ?» Antoine raccrocha, se regarda dans le miroir. Il ne voyait plus un homme aveugle, il voyait un bourreau prêt à dicter sa sentence. « Tenez bon, mes enfants. Tiens bon, Amélie. Papa arrive. » Le gala avait commencé. Le salon principal du manoir resplendissait sous la lumière des lustres de cristal. 50 des personnes les plus influentes de France buvaient du champagne français et conversaient à voix basse, admirant la collection d'art et la prétendue force de la famille Dubois. Cécile était le centre de gravité de la fête. Elle se déplaçait parmi les invités avec une élégance étudiée, riant au moment précis, touchant doucement les bras des banquiers, projetant l'image de l'épouse parfaite et de l'entrepreneuse capable. Elle tenait Antoine par le bras, le guidant comme une mascotte coûteuse et abîmée. « Monsieur Philippe, quelle joie de vous voir !» dit Cécile en saluant le principal actionnaire du groupe hôtelier. « Permettez-moi de vous présenter Antoine, bien que, vous savez, il n'est plus le même qu'avant. » Antoine tendit la main vers le vide, un peu décalé de l'endroit où se trouvait l'homme, feignant la désorientation. « Philippe, » dit Antoine d'une voix faible, « merci d'être venu. »« Antoine, mon ami, quelle malchance !» dit monsieur Philippe en lui serrant la main avec cette compassion gênante des puissants face à la faiblesse d'autrui. « Mais je vois que vous êtes entre de bonnes mains. Cécile est un bijou. »« Elle l'est, » dit Cécile, serrant le bras d'Antoine avec une force possessive. « Je fais ce que je peux. C'est difficile, vous savez. Porter la charge de l'entreprise et de la maison seule, maintenant qu'il... Enfin, vous me comprenez. Mais quelqu'un doit être fort. » Antoine eut des nausées. Elle vendait son incapacité pour se positionner comme la seule dirigeante viable. La nuit avançait et l'alcool déliait les langues. Cécile, enivrée par son propre succès et par la certitude que les enfants étaient enfermés et la domestique soumise, décida que c'était le moment du coup final. Elle fit signe au serveur de baisser la musique et prit une coupe de champagne et un microphone. Elle monta sur une petite estrade qui avait été installée devant la cheminée. La lumière des projecteurs l'éclairait, la faisant briller comme une déesse dorée. « Amis, associés, famille » commença-t-elle d'une voix vibrante. « Merci à tous de nous accompagner en cette soirée si complexe. » Le salon se tut. Tous les yeux étaient rivés sur elle. Antoine restait en bas, appuyé sur sa canne, près d'un grand écran de projection utilisé pour les présentations d'entreprise, maintenant éteint. « Comme vous le savez tous, le dernier mois a été une épreuve de feu pour nous, » continua Cécile, posant une main sur sa poitrine, feignant l'émotion. L'accident d'Antoine a changé nos vies. Voir un homme si brillant plongé dans l'obscurité éternelle
a été dévastateur. Elle marqua une pause dramatique. Certains invités hochèrent la tête avec tristesse, mais sa voix se durcit, gagnant en force. La vie continue, et les affaires aussi. Antoine, dans sa sagesse, a reconnu qu'il ne peut plus tenir la barre des hôtels du bois. Sa condition nécessite du repos, de la paix et de s'éloigner du stress. Antoine serra le poing sur le pommeau de sa canne. « Continue de parler, pensa-t-il. Creuse ta tombe. C'est pourquoi, annonça Cécile en levant sa coupe, j'ai le plaisir et l'honneur d'annoncer qu'à partir de demain, après avoir signé les derniers documents légaux qu'Antoine a préparés avec tant d'amour, j'assumerai la présidence totale du groupe. Et pas seulement ça, sourit-elle, un sourire triomphant qui montrait toutes ses dents. Je veux aussi vous inviter tous à notre mariage que nous célébrerons la semaine prochaine. Ce sera une cérémonie intime ici même, car le véritable amour n'a pas besoin Dieu pour se voir, n'est-ce pas? Les applaudissements éclatèrent. Des applaudissements polis, mais enthousiastes. Cécile buvait les applaudissements comme du nectar. Elle se sentait intouchable, reine de la maison, reine de l'entreprise, maîtresse de l'argent. Pendant qu'ils applaudissaient, personne ne remarqua que la porte de service, située au fond du salon, dans la pénombre, s'ouvrait lentement. Personne, sauf Antoine, qui regardait vers là, bas derrière ses lunettes noires. Amélie apparut. Elle ne portait plus l'uniforme impeccable de d'habitude. Elle était décoiffée, son tablier taché de sang séché au col et sa joue gauche enflée et violacée par le cou. Elle boitait légèrement, mais dans ses bras, elle portait Louis et Théo. Antoine sentit un frisson de fierté et de terreur. Comment était-elle sortie? La réponse vint en voyant la main d'Amélie. Elle saignait. Elle avait brisé la vitre de la petite fenêtre de la cave. Elle s'était glissée dans un interstice impossible et avait sorti les enfants, se coupant au passage. C'était une lionne blessée. Le murmure des applaudissements commença à s'éteindre un à un. Les invités se tournèrent en voyant la silhouette spectrale de la domestique blessée entrer dans le luxueux salon. Le silence s'étendit comme une tache d'huile inconfortable et dense. Cécile, depuis l'estrade, vit les visages des investisseurs passer de l'admiration à l'horreur. Elle suivit leurs regards et se retourna, en voyant Amélie là, debout, défiante, les enfants serrés contre son cou. La coupe de Cécile glissa de ses doigts et s'écrasa au sol, se brisant en 1000 morceaux. Le bruit du verre brisé fut le seul son dans la pièce. « Mais que fait cette folle ici » cria Cécile, perdant le contrôle, oubliant le microphone qu'elle tenait encore à la main, amplifiant son hystérie. « Sécurité, sortez-la d'ici, elle a kidnappé les enfants. Regardez-la, elle est ivre et violente. » Les gardes de sécurité, confus, firent un pas vers Amélie. « Que personne ne la touche !» La voix d'Antoine retentit dans la pièce, plus puissante que n'importe quel microphone. Antoine se détacha du mur. Il ne s'appuyait plus sur sa canne. Il marcha vers le centre de la pièce. Ses pas étaient fermes, assurés. Il ne traînait pas les pieds, il ne tâtonnait pas. Il marchait directement vers Amélie. Cécile le regarda, clignant des yeux, confuse. « Antoine, que fais-tu ? Attention, tu vas tomber. » Antoine arriva jusqu'à Amélie, s'arrêta devant elle et, avec une délicatesse infinie, leva la main et toucha la joue tuméfiée de la femme. « Je suis désolé !» murmura-t-il. « Je suis désolé d'avoir mis si longtemps. Je devais être sûr qu'elle ne nous dérangerait plus jamais. Mais j'ai laissé qu'on te fasse du mal. Et ça, je ne me le pardonnerai jamais. » Amélie le regarda, et malgré la douleur sur sa joue et le sang sur ses mains, elle sourit faiblement. « Ils sont en sécurité, monsieur, » murmura-t-elle, caressant la tête de Louis. « Les enfants sont en sécurité. C'est la seule chose qui compte. Vous voyez ?»« Oui, » dit Antoine, prenant les mains ensanglantées d'Amélie entre les siennes, et les embrassant avec révérence devant le regard stupéfait de 50 témoins. Je vois, et enfin je vois ce qui est vraiment précieux. La fête s'était dissipée, mais pas comme les galas de la haute société avaient l'habitude de se terminer. Il n'y eut pas d'adieu prolongé, ni de promesse de déjeuner futur. Les invités, honteux d'avoir été témoins et complices silencieux de l'ascension d'une sociopathe, s'en allèrent rapidement, murmurant des excuses précipitées à Antoine en sortant. « Je suis tellement désolé, Antoine. Nous n'avions aucune idée. Si vous avez besoin de quoi que ce soit de légal, appelez-moi. » Quel courage, Antoine. Quel courage. Antoine les congédiait par de secs hochements de tête. Il se fichait de leur approbation. Il voulait qu'ils partent. Il voulait nettoyer sa maison de l'hypocrisie. Lorsque la dernière voiture de luxe franchit le portail de sortie, Antoine ferma la porte principale à clé. Le silence qui s'ensuivit n'était pas le silence oppressant d'avant, c'était un silence propre, de renouveau. Il se tourna vers le hall. Seules 4 personnes restaient dans l'immense manoir. Lui, Amélie et les 2 enfants qui s'étaient endormis sur un canapé du salon, épuisés par les pleurs. Amélie était assise dans un fauteuil voisin avec un linge glacé qu'Antoine lui avait apporté, pressé contre sa joue. L'hématome s'assombrissait déjà.
Je vais appeler le docteur Moreau pour qu'il vienne vous voir, dit Antoine en sortant son portable. Non, monsieur, s'il vous plaît, dit Amélie en essayant de se lever, mais grimaçant de douleur à cause de la cheville qu'elle s'était tordue en brisant la fenêtre. Ce n'est pas nécessaire. Je vais bien. Ce n'est qu'un coup. Demain, je serai prête à nettoyer tout ce désordre de la fête. Antoine rangea son portable et la regarda sévèrement. Amélie, écoutez-moi bien. Demain, vous ne nettoierez rien et après-demain non plus. Amélie baissa les yeux, la peur revenant dans son regard. Vous allez me renvoyer? Je sais que j'ai cassé la fenêtre de la cave et que j'ai taché le tapis de sang. Je le déduirai de mon salaire, je vous le promets, mais ne me chassez pas. J'ai besoin de ce travail. Antoine s'approcha d'elle, s'assit sur la table basse devant son fauteuil et lui retira doucement la glace du visage pour examiner sa blessure. Ses doigts effleurèrent la peau meurtrie avec une tendresse qui fit qu'Amélie retint son souffle. « Amélie, regardez-moi » ordonna-t-il. Elle leva ses grands yeux bruns, pleins de larmes non versées. « Je ne vais pas vous renvoyer, mais vous ne serez plus l'employé de maison. Cette étape s'est terminée au moment où vous avez brisé cette fenêtre pour sauver mes enfants. Aucune employée ne fait cela, seule une mère le fait. Mais je ne comprends pas. J'ai renvoyé tout le personnel de sécurité, expliqua Antoine. Ils étaient sur la paix, ils voyaient ce que Cécile faisait et se taisaient. Vous étiez la seule qui n'avait rien et qui a tout risqué. Demain, une entreprise de nettoyage externe viendra s'occuper de cela. Vous avez un arrêt de travail indéfini avec salaire complet, bien sûr, et une prime. Antoine sortit un chèque qu'il avait déjà préparé dans sa poche intérieure. Il le posa dans les mains d'Amélie. Elle regarda le montant et ses yeux s'écarquillèrent. C'était 50 000 €, plus que ce qu'elle gagnerait en 3 ans. « Monsieur, je ne peux pas accepter ça. C'est trop. C'est le prix de la montre. » « Ce n'est pas le prix de la montre, c'est le prix de la loyauté. C'est pour que vous fassiez venir votre mère du village, pour que vous lui payiez les meilleurs médecins, pour que vous répariez votre maison. C'est à vous, vous l'avez gagné avec votre sang. » Amélie éclata en sanglots, cette fois des pleurs de soulagement profond, de libération. Antoine, brisant la dernière barrière qui subsistait entre employeur et employé, se pencha et l'étreignit. Il sentit le corps d'Amélie se détendre contre sa poitrine, ses mains s'accrochaient à sa veste. Elle sentait la fumée et le sang, mais pour Antoine, c'était le meilleur parfum du monde. « Merci, merci », sanglotait-elle. « Merci à vous, Amélie. Vous m'avez rendu la vue bien avant que je n'enlève mes lunettes. » Ils restèrent ainsi quelques minutes tandis que la maison respirait paisiblement. Puis Antoine se sépara doucement. « Maintenant, nous allons soigner ses mains. Vous avez des éclats de verre incrustés. » Il alla à la salle de bain et apporta la trousse de premier secours. Avec une patience infinie, utilisant une pince et du désinfectant, Antoine soigna chaque coupure sur les mains d'Amélie. Elle gémissait parfois de douleur, mais ne retirait pas ses mains. Il y avait une intimité sacrée dans cet acte. Lui, le magnat intouchable, nettoyant les blessures de la femme qui nettoyait ses sols. « Vous savez, » dit Antoine en lui bandant la main droite, « quand j'étais aveugle, j'ai entendu beaucoup de choses. J'ai entendu comment vous chantiez aux enfants pour les endormir. J'ai entendu comment vous me lisiez Garcia Marquez. J'ai entendu votre cœur battre quand vous étiez proche. » Amélie rougit en baissant les yeux. « Je pensais que vous dormiez, monsieur. Je ne dormais jamais quand vous étiez proche. Vous me donniez la paix, et je veux que vous sachiez quelque chose, le mensonge de Cécile sur la grossesse. Vous n'avez rien à m'expliquer, monsieur. Si j'ai. Je veux que vous sachiez qu'il n'y a plus de secret dans cette maison. Cécile était une erreur coûteuse. Mais vous êtes la vérité. » Il finit de lui bander la main et la tint un instant de plus que nécessaire. « Reposez-vous, Amélie. Dormez dans la chambre d'amis aujourd'hui. Le lit est plus moelleux. Demain sera le premier jour du reste de nos vies, et j'ai l'impression qu'il sera bien meilleur que les précédents. » Amélie hocha la tête, incapable d'articuler un mot. Elle se leva avec difficulté et se dirigea vers la chambre d'amis, se sentant comme Cendrillon après le bal, mais sans que le carrosse ne se transforme en citrouille. Cette fois, la magie était réelle. Antoine resta dans le salon, regardant ses enfants endormis. Il s'approcha d'eux, les couvrit d'une couverture et leur embrassa le front. « Papa est là », leur murmura-t-il, « et il ne partira plus. » Il s'assit dans le fauteuil devant eux, veillant sur leur sommeil, sans lunettes sombres, voyant chaque détail, chaque respiration, chaque promesse d'avenir. Le cauchemar de Cécile était terminé. L'aube était proche et apportait avec elle une lumière qu'Antoine n'avait pas vue depuis des années. Des mois plus tard, cette lumière brillerait encore plus fort. Mais ce serait la dernière partie de l'histoire, la partie où la justice poétique se transforme en amour. 8 mois se sont écoulés depuis cette nuit où le mensonge s'est brisé contre le sol de marbre du salon. 8 mois depuis que les lumières de la police ont emporté l'obscurité du manoir du bois. L'hiver de Paris a fait place à un printemps explosif. Le jardin, autrefois négligé et triste, est maintenant une explosion de couleurs, de rosiers rouges, de jasmin blanc
et d'une herbe verte et épaisse qui invite à marcher pieds nus. Au centre de la pelouse, une scène qui aurait semblé impossible auparavant prend vie. Antoine Dubois, le redoutable requin des affaires, est à 4 pattes sur le sol, un bandeau de soie noué sur les yeux. « Tu ne me rattraperas pas, papa !» crie Louis en courant en cercle autour de lui. « Par ici, rit Théo, tirant doucement la chemise en lin de son père. « Je vous sens, rugit Antoine, jouant au monstre, étendant les bras. « Je sens 2 petits singes espiègles qui ne se sont pas lavés. » Antoine s'élance vers la droite, attrapant Théo dans une étreinte d'ours, roulant avec lui sur l'herbe au milieu des éclats de rire. Il enlève le bandeau de ses yeux. Ses yeux noisettes brillent à la lumière du soleil, clairs, concentrés, absorbant chaque détail du visage de son fils. Il ne fait plus semblant de ne pas voir. Maintenant, il ne veut pas perdre une seconde de vision. De la terrasse, à l'ombre d'une pergola en bois, Amélie observe la scène. Elle porte toujours l'uniforme. C'est une habitude difficile à rompre. Bien qu'Antoine lui ait dit 1000 fois que ce n'était pas nécessaire, elle se sent en sécurité dans ce tissu bleu. Cela lui rappelle qui elle est, d'où elle vient, et lui donne une excuse pour continuer à servir l'homme qu'elle aime, sans franchir la ligne qu'elle a elle-même tracée dans son esprit par peur. « Monsieur », appelle Amélie en s'approchant avec une carafe de limonade glacée. « Je vous ai apporté quelque chose de frais. » Antoine s'arrête avec Théo toujours dans ses bras. Son sourire s'adoucit en la voyant, se transformant en quelque chose de plus profond, de plus intime. Il pose l'enfant sur le sol, qui court immédiatement chercher son frère. Antoine se lève, secouant les brins d'herbe de son pantalon. Il marche vers Amélie d'un pas ferme. « Amélie », dit-il, avec ce ton de reproche affectueux qu'il a commencé à utiliser dernièrement. « Je t'ai dit d'arrêter de m'appeler monsieur, et je t'ai dit d'arrêter de nous servir. Il y a 3 personnes engagées pour cela dans la maison. » « Je sais, Antoine, » dit-elle en prononçant le nom dans sa bouche. Cela lui semble toujours interdit, doux, mais j'aime le faire. J'aime prendre soin de vous. C'est ma façon de vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Antoine soupire et prend la carafe de ses mains, la posant sur une table de jardin. Puis il prend les mains d'Amélie, ses mains qui n'ont plus de coupure, qui sont douces grâce aux crèmes qu'il lui achète, mais qui restent fortes. « Remercier ?» demande-t-il en la regardant fixement. « Amélie, ma mère est en bonne santé grâce à toi. Mes enfants rien grâce à toi. Moi je respire grâce à toi. La balance de la gratitude est en ta faveur et je crois que je ne pourrai jamais l'équilibrer. »« Vous l'avez déjà fait, » répond-elle en baissant les yeux, rougissant. « Ma mère a le meilleur traitement à la clinique. Ma maison au village est rénovée. Je n'ai besoin de rien d'autre. Mais moi, oui, dit Antoine en faisant un pas de plus, brisant l'espace personnel. J'ai besoin de quelque chose de plus. Le silence entre eux se remplit du chant des oiseaux et des rires lointains des jumeaux. « Viens avec moi, » dit-il en tirant doucement sa main. « Où ? Les enfants. Les enfants sont surveillés par la nouvelle nounou, Martha, qui est là sur le banc. Viens. » Antoine la guide vers l'intérieur de la maison. Ils n'entrent pas par la cuisine comme elle le faisait d'habitude. Ils entrent par la porte principale, la porte des propriétaires. Ils traversent le hall, où il n'y a plus aucune trace de la froideur de Cécile. Maintenant, il y a des photos au mur, des photos des enfants, des photos de paysages, et une photo encadrée d'argent d'Amélie et Antoine, souriant le jour où la mère d'Amélie est sortie de l'hôpital. Ils montent les escaliers jusqu'à la chambre principale. Amélie sent que son cœur va sortir de sa poitrine. « Antoine, nous ne devrions pas, » murmure-t-elle. « Chut, fais-moi confiance. Tu te souviens ?» Ils entrent dans le dressing. Le côté qu'occupait autrefois Cécile avec ses fourrures et ses robes criardes. Il est vide, ou plutôt il l'était. Maintenant, il y a un seul vêtement accroché au centre, éclairé par la lumière zénitale. C'est une robe. Ce n'est pas une robe de soirée prétentieuse, ni un vêtement de créateur fait pour se montrer. C'est une robe de lin blanc, simple, élégante, avec des broderies de fleurs bleues à l'ourlet. Une robe qui sent l'été, la liberté et la pureté. « Qu'est-ce que c'est ?» demande Amélie. « C'est ta démission, » dit Antoine en se plaçant derrière elle, regardant son reflet dans le miroir à côté du sien. « C'est ta lettre de licenciement officielle. » Amélie se retourne effrayée. « Vous me renvoyez ?»« Oui, je renvoie l'employé de maison. » Antoine touche doucement le col de l'uniforme bleu d'Amélie. « Je renvoie la femme qui se cache derrière un tablier parce qu'elle croit qu'elle ne mérite pas plus. Je renvoie la servante qui se sent inférieure. » Antoine commence à déboutonner l'uniforme d'Amélie. Elle ne l'arrête pas, ses mains tremblent, mais pas de peur, mais d'une anticipation électrique. Parce que la femme qui vit dans cette maison, poursuit Antoine, sa voix baissant jusqu'à un murmure rauque. La femme qui aime mes enfants comme une lionne, la femme qui m'a sauvé la vie, cette femme ne porte pas d'uniforme. Cette femme est la maîtresse de cette maison. Si elle le veut, l'uniforme bleu tombe au sol, formant un cercle de tissu mort autour des pieds d'Amélie. Elle reste dans ses sous-vêtements, simple, blanc,
vulnérable et magnifique. Antoine ne la regarde pas avec luxure, il la regarde avec une adoration qui la fait se sentir comme une reine. « Mets-la », dit-il en désignant la robe blanche. Amélie met la robe. Elle lui va parfaitement, faite sur mesure. Elle se regarde dans le miroir et pour la première fois depuis des années, elle ne voit pas la pauvre fille qui nettoie les sols. Elle voit Amélie, simplement Amélie, radieuse. Antoine s'approche et lui place une fleur blanche dans les cheveux, ramassant une mèche rebelle. « Cécile a été condamnée hier », dit soudain Antoine. C'était la nouvelle qui manquait. 10 ans. Fraude, maltraitance, tentative d'homicide. Le juge n'a eu aucune pitié grâce aux vidéos. Amélie frissonne en entendant le nom, mais Antoine l'enlace par la taille, l'ancrant au présent. Elle n'existe plus, Amélie. C'est un fantôme. Personne ne te fera plus jamais de mal. Personne ne te regardera plus jamais de haut. Je te le jure, Antoine. Amélie se tourne dans ses bras, les larmes aux yeux. Je n'ai pas de nom de famille, je n'ai pas de titre, je ne sais pas comment être une maîtresse de maison. Je ne veux pas d'une maîtresse de maison. Antoine berce son visage entre ses mains. Je veux Amélie. Je veux la femme qui me lisait 100 ans de solitude. Je veux la femme qui a les mains chaudes et le cœur courageux. Les titres s'achètent. Amélie, la classe, on l'a dans l'âme. Et tu as plus de classe que toutes les personnes que je connais réunies. Antoine met la main dans sa poche. Il ne sort pas une bague de diamant ostentatoire comme celle qu'il avait donnée à Cécile. Il sort une bague simple, une alliance en or avec une petite émeraude. La couleur de l'espoir, pas de l'argent. Amélie, veux-tu cesser de travailler pour moi et commencer à vivre avec moi? Veux-tu être la mère officielle de Louis et Théo? Veux-tu épouser cet aveugle idiot qui a mis trop de temps à voir la lumière? Amélie regarde la bague, regarde Antoine, et puis regarde par la fenêtre vers le jardin, où les enfants jouent en toute sécurité au soleil. « Oui », murmure-t-elle, et puis elle le dit plus fort avec un rire qui lui vient du ventre. « Oui, oui, Antoine, oui à tout. » Antoine lui passe l'anneau. Ils s'embrassent. Ce n'est pas un baiser de film hollywoodien. C'est un baiser réel, profond, scellé par la promesse de celui qui a vu l'enfer et a décidé de construire le ciel. Papa, Amélie. Les cris des enfants interrompent le moment. Les jumeaux entrent en courant dans la chambre, les genoux tachés d'herbe. Ils s'arrêtent net en voyant Amélie. « Amélie », dit Louis, les yeux grands ouverts. « Tu ressembles à une princesse. »« Non, idiote », le corrige Théo en lui donnant un coup de coude. « Elle ressemble à maman. » Le mot flotte dans l'air, magique, définitif. Amélie porte la main à sa bouche, retenant un sanglot de bonheur. Elle se penche et ouvre les bras. Les deux enfants courent vers elle et se fondent dans une étreinte blanche et chaleureuse. Antoine se joint à l'étreinte, les enveloppant tous les trois. « Oui, Théo », dit Antoine en embrassant la tête d'Amélie. « C'est maman. » La caméra s'éloigne lentement, sortant par la fenêtre, parcourant le jardin en fleurs, s'élevant au-dessus du manoir, qui n'est plus une cage dorée, mais un foyer. Le soleil est à son zénith et il n'y a pas une seule ombre en vue.